Avez-vous déjà regardé dans le miroir et vous êtes demandé pourquoi vous continuez à choisir les mêmes schémas douloureux? Pourquoi vous faites taire votre voix dans des pièces où vous méritez d'être entendu? Pourquoi vous diminuez votre lumière pour mettre les autres à l'aise? Ce ne sont pas des signes de faiblesse ou de stupidité, ce sont des invitations de votre psyché, vous appelant à vous réveiller aux parties de vous-même que vous avez eu trop peur d'affronter. Le psychiatre suisse Carl Jung a passé sa vie à explorer les paysages cachés de l'esprit humain et il a découvert quelque chose de profond. Les qualités que nous jugeons le plus durement en nous-mêmes, celles que nous essayons d'enterrer profondément sous des sourires polis et des comportements de complaisance, sont souvent les clés mêmes de notre libération. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 schémas qui se font passer pour des défauts de caractère mais sont en réalité la façon dont votre âme exige que vous entriez dans votre pouvoir, votre complétude, votre vrai soi. Il ne s'agit pas de réparer ce qui est cassé parce que rien en vous n'est cassé. Il s'agit de reconnaître les schémas qui vous maintiennent petite, de comprendre pourquoi ils existent et de choisir de marcher sur un chemin différent, un chemin qui mène à une confiance authentique, une estime de soi saine, et le type de liberté qui ne nécessite la permission de personne. Commençons par quelque chose qui peut sembler inconfortable mais nécessaire, la vérité sur la façon dont nous nous perdons nous-mêmes. Le premier schéma est celui-ci. Elle abandonne sa propre vérité pour préserver la paix. Vous l'avez vu auparavant, peut-être avez-vous été elle. C'est la femme qui se mord la langue quand quelqu'un franchit ses limites, qui hoche la tête en accord avec des opinions avec lesquelles elle est fondamentalement en désaccord, qui s'excuse de prendre de la place même quand elle n'a rien fait de mal. Jung a appelé cela le développement de la persona, le masque que nous portons pour nous intégrer dans le monde qui nous entoure. Et il a averti que lorsque nous nous identifions excessivement à ce masque, lorsque nous priorisons l'approbation collective plutôt que notre propre nature authentique, nous créons ce qu'il a décrit comme une fissure dans le système psychique. Imaginez que vous êtes un phare, construit pour projeter votre faisceau unique sur les eaux sombres. Mais au lieu de laisser votre lumière illuminer le monde dans sa propre couleur distincte, vous la couvrez de filtres et de boucliers pour correspondre à ce que tout le monde attend. Avec le temps, vous oubliez à quoi ressemblait votre lumière d'origine. C'est ce qui se passe quand nous échangeons notre vérité intérieure contre l'harmonie externe. La femme piégée dans ce schéma ne réalise pas qu'elle est engagée dans le travail de l'ombre à l'envers. Au lieu d'amener son vrai soi caché à la lumière, elle le pousse plus profondément dans l'obscurité. Mais voici ce qui rend ce schéma si insidieux. Il semble noble. La société récompense les femmes qui apaisent les conflits, qui priorisent le confort des autres, qui se rétrécissent pour s'adapter à des espaces non conçus pour leur plénitude. Le philosophe stoïcien Épictète a compris cela lorsqu'il a écrit que nous sommes ceux qui nous connaissons nous-mêmes et quelle valeur nous nous attribuons et à quel prix nous nous vendons. Chaque fois que vous faites taire votre vérité pour garder quelqu'un d'autre à l'aise, vous négociez votre propre valeur et vous acceptez bien moins que ce que vous méritez. Pensez à la dernière fois que vous avez ressenti ce nœud familier dans votre estomac, cette sensation d'avaler des mots qui avaient un besoin d'être prononcés. Ce nœud est votre moi ombre, toutes ces parties de vous que vous cachez à vous-même, essayant d'attirer votre attention. Votre colère, vos limites, vos instincts protecteurs féroces, ce ne sont pas des défauts de caractère à gérer, ce sont des parties essentielles de votre complétude essayant de percer à travers la persona que vous avez construite. La transformation se produit lorsque vous commencez à poser différentes questions. Au lieu de demander « Comment puis-je garder tout le monde heureux ?», vous commencez à demander « Quelle vérité suis-je en train de trahir en restant silencieuse ?» Au lieu de « Que vont-ils penser de moi ?», vous vous demandez « Que pensais-je de moi-même quand j'abandonne ma propre connaissance ?» C'est le début de ce que Jung a appelé l'individuation, le processus de devenir qui vous étiez toujours censé être, pas qui les autres ont besoin que vous soyez. Une femme pratiquant cela pourrait commencer petit, peut-être qu'elle exprime son désaccord à voix haute lors d'une conversation à dîner, peut-être qu'elle dit non à une demande sans offrir 17 explications apologétiques, peut-être qu'elle arrête de simuler l'enthousiasme pour des choses qui drainent son âme. Chaque petit acte de sincérité est un acte d'intégration, ramenant les parties cachées d'elle-même à la conscience, réclamant l'énergie qu'elle dépensait à maintenir une fausse paix.
Le deuxième schéma découle directement du premier. Elle cherche sa valeur dans les reflets des autres. Cette femme a construit toute une identité sur les fondations de la validation externe. Elle vérifie sa valeur comme vous pourriez vérifier la météo, en regardant hors d'elle-même pour voir si les autres approuvent, admirent, désirent ou ont besoin d'elle. Son estime de soi monte et descend avec les compliments et les critiques, avec les likes et les ignores, avec l'inclusion et le rejet. Jung a observé que tout le monde porte une ombre, et moins elle est incarnée dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. Que vit dans l'ombre de cette femme sa propre capacité de reconnaissance de soi, d'approbation de soi, d'amour de soi. Elle a scindé sa capacité à se voir clairement et l'a entièrement projetée sur le monde qui l'entoure, abandonnant son pouvoir de définir sa propre valeur. Imaginez une femme debout dans une salle de miroirs, mais au lieu de se voir elle-même, chaque miroir ne montre que ce que les autres pensent d'elle. Un miroir montre la déception de sa mère, un autre montre le désir de son partenaire. Un autre montre l'envie de sa collègue, un autre montre l'indifférence d'un étranger. Elle tourne d'un miroir à l'autre, essayant de construire un sens cohérent de soi à partir de ses reflets fragmentés, ne réalisant jamais qu'elle n'est dans aucune de ces images. La vraie elle, celle avec une valeur intrinsèque qui existe indépendamment de l'opinion de quiconque, a été enfermée dans le sous-sol de sa psyché. C'est le territoire du travail de l'ombre. Le travail de récupérer ce qui a été exilé et de le ramener à la lumière de la conscience. Lorsque vous tirez votre valeur uniquement de sources externes, vous devenez vulnérable à ce que Jung a appelé la possession de l'ombre, un état où les parties inconscientes de vous-même ont une telle autonomie qu'elles dirigent votre comportement sans votre conscience. La femme piégée dans ce schéma pourrait saboter des relations qui offrent un amour authentique parce qu'au fond, elle ne croit pas qu'elle est digne sans performer ou accomplir quelque chose pour le mériter. Elle pourrait se surmener jusqu'à l'épuisement en poursuivant une reconnaissance qui ne remplit jamais tout à fait le vide. Elle pourrait tolérer des mauvais traitements parce que toute attention semble meilleure que la perspective terrifiante d'affronter elle-même sans le tampon des opinions des autres. Les stoïciens ont bien compris ce piège. Marc Aurèle nous a rappelé que lorsque nous attachons notre paix aux circonstances externes ou au jugement d'autres personnes, nous abandonnons notre liberté et devenons esclaves de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Votre valeur n'est pas une variable dépendante des conditions du marché ou du vote populaire, c'est une qualité intrinsèque de votre existence, aussi fondamentale que votre battement de cœur. Le changement commence lorsque vous vous tournez vers vous-même avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Et si vous étiez suffisante, exactement comme vous êtes, sans accomplissement ni reconnaissance? Et si votre valeur n'était pas quelque chose que vous gagnez, mais quelque chose que vous possédez intrinsèquement, simplement en étant vivante? Cela semble dangereux pour l'ego qui a construit toute sa structure sur la validation externe, parce que cela signifie affronter l'ombre, les parties de vous-même que vous avez eu trop peur de reconnaître. Cela signifie s'asseoir avec vous-même en silence, sans la distraction des voix des autres vous disant qui vous êtes. Une femme guérissant ce schéma pourrait commencer une pratique d'auto-observation, remarquant ses pensées et ses sentiments, sans immédiatement chercher l'interprétation ou l'approbation de quelqu'un d'autre. Elle pourrait se demander « Qu'est-ce que je pense à ce sujet ?» avant de demander à qui que ce soit d'autre. Elle pourrait célébrer ses propres victoires en privé avant de les publier publiquement. Chaque acte de reconnaissance de soi est un acte de réclamation de son pouvoir du monde externe et de son ancrage en elle-même où il a toujours appartenu. Prenez un moment maintenant et demandez-vous où dans votre vie vous êtes-vous vendu trop bon marché, échangeant votre vérité authentique contre l'approbation, ou cherchant votre reflet dans les yeux des autres au lieu de faire confiance à votre propre vision. Il ne s'agit pas de jugement, il s'agit de conscience. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, car votre histoire pourrait être la permission dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer son propre voyage de retour vers soi-même. Le troisième schéma se révèle dans la façon dont elle traite ses propres limites. Elle confond le sacrifice de soi avec l'amour. Cette femme a appris que sa valeur réside dans combien elle peut donner, combien elle peut endurer, combien elle peut sacrifier pour les autres. Elle verse d'une tasse vide
et appelle cela de la générosité. Elle ignore les signaux d'épuisement de son corps et appelle cela de la force. Elle tolère un comportement qui viole sa dignité et appelle cela de la compassion. Mais Jung nous a averti que l'intégration de l'ombre ne peut pas avoir lieu à moins qu'on puisse admettre les tendances liées à l'ombre et leur permettre une certaine mesure de réalisation, tempérée bien sûr par la critique nécessaire. Quelle tendance a-t-elle enterrée dans l'ombre? Son égoïsme, ses limites, son droit de recevoir, sa capacité à dire non, sa protection féroce de sa propre énergie et de son temps. Ce ne sont pas des échecs moraux, ce sont des aspects essentiels d'une psyché saine qu'elle a étiquetés comme mauvais et exilés de la conscience. Imaginez votre énergie comme une monnaie et vous l'avez donnée librement à tous ceux qui demandent, sans jamais vous permettre d'en dépenser sur votre propre bien-être. Vous n'admireriez pas une entreprise qui fonctionnait de cette façon, vous la reconnaîtriez comme non durable, en route vers l'effondrement. Pourtant, en quelque sorte, quand il s'agit de nos propres vies, en particulier pour les femmes qui ont été socialisées à donner sans fin et à s'effacer, nous présentons cet épuisement comme une vertu. Le côté ombre de la compassion est le discernement. Le côté ombre de la générosité est la préservation de soi. Le côté ombre du service est la souveraineté sur votre propre vie. Lorsque vous réprimez ces aspects, lorsque vous les poussez dans l'obscurité et refusez de les reconnaître, ils ne disparaissent pas. Au lieu de cela, comme Jung l'a observé, ils gagnent une sorte d'autonomie, une qualité obsessionnelle ou possessive, et ils s'expriment de manière déformée. La femme qui ne revendiquera pas consciemment son égoïsme pourrait se retrouver à exploser en ressentiment passif-agressif. La femme qui ne peut pas reconnaître ses limites pourrait développer des maladies mystérieuses qui la forcent à se reposer. La femme qui refuse de protéger ses limites pourrait attirer des personnes qui les violent si manifestement qu'elle n'a d'autre choix que de répondre. Votre psyché trouvera un moyen de s'équilibrer, avec ou sans votre participation consciente. La question est de savoir si vous voulez participer consciemment à cet acte d'équilibrage par le travail de l'ombre et l'individuation, ou inconsciemment par la crise et l'effondrement. Sénèque, le philosophe stoïcien, nous a enseigné à être tolérants avec les autres et stricts avec nous-mêmes. Et bien que cette sagesse contienne une vérité, elle nécessite une compréhension cruciale. Être strict avec soi-même ne signifie pas nier ses besoins ou punir ses limitations. Cela signifie se tenir responsable de ses propres valeurs, y compris la valeur du respect de soi et de l'auto-soin. La transformation se produit lorsque vous commencez à voir que le véritable amour, que ce soit pour vous-même ou pour les autres, nécessite des limites. Une femme s'éveillant de ce schéma commence à remarquer le ressentiment qui se construit sous son don sans fin. Au lieu de le repousser et de l'appeler laid, elle en devient curieuse. Qu'est-ce que ce ressentiment essaie de me dire? Quelle limite ai-je échoué à honorer? Elle commence à comprendre que sa valeur n'est pas mesurée par combien elle peut endurer ou sacrifier, que sa valeur existe indépendamment de son utilité pour les autres. Elle pratique dire non sans explication, sans excuse, sans le besoin compulsif de l'adoucir avec des réassurances. Elle se permet d'être égoïste parfois, de prioriser ses propres besoins, de se reposer sans le gagner par l'épuisement. Chaque limite qu'elle établit est un acte d'intégration de l'ombre, ramenant ses parties exilées d'elle-même à la complétude. Le quatrième schéma se manifeste dans la façon dont elle se rapporte à ses propres désirs. Elle traite ses envies comme des secrets honteux. Vous connaissez cette femme, peut-être êtes-vous cette femme. Elle sait ce dont tout le monde a besoin, ce que tout le monde veut, ce dont tout le monde rêve, mais si vous lui demandez ce qu'elle désire, elle reste muette, ou pire, elle dévie, minimise, ou présente une version socialement acceptable de sa vérité qui a été nettoyée de son authenticité brute. Jung a parlé de l'ombre comme contenant non seulement nos qualités négatives, mais aussi notre vie non vécue, notre potentiel non réalisé, nos désirs authentiques qui ne correspondent pas à l'image que nous sommes censés projeter. Pour beaucoup de femmes, le désir lui-même a été poussé dans l'ombre. Le désir de plaisir sans productivité, de repos sans le gagner, d'épanouissement sexuel selon ses propres termes, d'ambition qui n'est pas tempérée par une modestie appropriée, de colère qui n'est pas rapidement transformée en compréhension, d'espace
et de solitude qui n'est pas encadrée comme auto-soin, mais simplement comme préférence. Imaginez que vous êtes une rivière, mais au lieu de couler librement vers l'océan de votre propre devenir, vous vous êtes barré, redirigé votre courant pour irriguer les jardins de tout le monde, et vous vous êtes convaincu que c'est ce que les rivières sont censées faire. Votre désir est le courant naturel de votre force vitale. C'est la façon dont votre psyché vous indique votre individuation vers le fait de devenir pleinement vous-même. Lorsque vous traitez vos désirs comme honteux ou égoïstes, lorsque vous les cachez même de vous-même, vous vous coupez de votre propre vitalité. Comme Jung l'a dit avec force, « Comment puis-je être substantiel si je ne projette pas d'ombre ? Je dois aussi avoir un côté sombre si je veux être complète. » Vos désirs, en particulier ceux qu'on vous a appris à cacher, font partie de votre complétude. Ils projettent l'ombre qui vous rend réelle, tridimensionnelle, pleinement humaine. La femme coincée dans ce schéma pourrait découvrir qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut manger pour le dîner, ce qu'elle veut faire de son samedi, ce qu'elle veut de sa relation, ce qu'elle veut de sa carrière, ce qu'elle veut de sa vie. Ce n'est pas parce qu'elle est indécise ou non engagée, c'est parce qu'elle a passé tellement d'énergie à réprimer ses désirs authentiques qu'elle a perdu l'accès à eux. L'ombre est devenue si dense, si noire, si coupée de la conscience qu'elle ne sait vraiment plus ce qui s'y trouve. Mais les désirs ne disparaissent pas, ils s'échappent latéralement. Elle pourrait se retrouver obsessivement concentrée sur les vies d'autres personnes, vivant par procuration à travers leurs choix et leurs drames. Elle pourrait développer des comportements compulsifs autour de la nourriture, du shopping ou des médias sociaux, des façons de toucher brièvement le désir sans avoir à le revendiquer consciemment. Elle pourrait ressentir un sentiment chronique de vide ou de dépression qu'elle ne peut tout à fait nommer ou sourcer. La pratique stoïcienne ici est l'honnêteté radicale avec vous-même. Épictète a enseigné que nous seuls connaissons notre valeur et le prix auquel nous nous vendons. Et une partie de connaître votre valeur est de savoir ce que vous voulez réellement, pas ce que vous pensez devoir vouloir, pas ce qui vous rendrait acceptable ou admirable, mais ce que votre vrai soi, dans toute sa complexité désordonnée, désire vraiment. Le voyage de guérison vous invite à créer de l'espace pour que vos désirs émergent sans jugement ou censure immédiate. Une femme réclamant cette partie d'elle-même pourrait commencer une pratique privée de demander « qu'est-ce que je veux maintenant ?» et d'écouter réellement la réponse. Elle pourrait découvrir qu'elle veut des choses qui se contredisent, qu'elle contient des multitudes, que ses désirs ne sont pas toujours rationnels ou socialement acceptables. Et au lieu de rejeter cette complexité, elle apprend à la tenir, à en témoigner, à l'intégrer. C'est un travail de l'ombre profond, amener à la conscience les parties de vous-même qu'on vous a apprises comme étant trop égoïstes, trop affamées, trop ambitieuses, trop sexuelles, trop agressives, trop différentes. Lorsque vous intégrez ces désirs, vous n'agissez pas nécessairement sur tous, l'intégration ne signifie pas l'indulgence. Mais vous les reconnaissez, vous les honorez comme des parties valides de votre expérience et vous faites des choix conscients sur la façon de vous y rapporter. Une femme qui a fait ce travail sait ce qu'elle veut, peut l'articuler clairement, peut négocier pour cela avec confiance et peut gérer la déception quand elle ne l'obtient pas parce que son sens de soi ne dépend pas d'avoir chaque désir satisfait. Elle a revendiqué sa complétude, ombre et lumière ensemble. Le cinquième et peut-être le schéma le plus douloureux est celui-ci. Elle interprète ses luttes comme preuve de son inadéquation. Quand la vie devient difficile, quand les relations échouent, quand elle fait face au rejet ou au revers ou à la perte, elle ne voit pas cela comme des parties naturelles de l'expérience humaine. Elle les voit comme preuve que quelque chose ne va fondamentalement pas chez elle. Jung a observé que les conflits les plus intenses, s'ils sont surmontés, laissent derrière eux un sentiment de sécurité et de calme qui n'est pas facilement perturbé. Mais la femme piégée dans ce schéma ne voit pas le conflit comme quelque chose à traverser vers la croissance, elle le voit comme la confirmation de ses pires craintes à son sujet. Chaque défi devient un miroir reflétant sa prétendue stupidité, son indignité, sa rupture fondamentale. C'est peut-être la manifestation la plus cruelle du travail de l'ombre évité,
parce qu'elle transforme tout le processus d'individuation qui nécessite lutte et conflit et affronter la difficulté, en preuve contre elle-même. Imaginez-vous comme un arbre poussant dans un sol rocheux. L'arbre n'interprète pas les rochers comme preuve de son échec à être un arbre. Il grandit simplement autour d'eux, parfois devenant plus fort à cause de la résistance. Mais cette femme regarde les rochers dans son sol et conclut qu'elle doit être défectueuse, que si elle était meilleure ou plus intelligente ou plus digne, son chemin serait lisse et facile. Elle compare son terrain rocheux au sol apparemment fertile de quelqu'un d'autre, ne sachant jamais quelle lutte se trouve sous leur surface, ne reconnaissant jamais que ses propres luttes la forgent en quelque chose de résistant et profondément enraciné. L'ombre ici contient sa force, sa résilience, sa capacité à échouer et à se relever, son droit d'être imparfaite et toujours digne d'amour et d'appartenance. Chung a enseigné que l'ombre ne peut pas être discutée hors de l'existence ou rationalisée en innocuité, que le problème est excessivement difficile parce qu'il défie non seulement la personne entière, mais lui rappelle son impuissance et son inefficacité. La femme qui n'a pas intégré cette compréhension essaie de se perfectionner hors de la lutte, de contrôler et de gérer sa vie vers une norme impossible de perfection. Quand elle échoue inévitablement, parce que la perfection n'est pas une possibilité humaine, elle double l'autocritique plutôt que l'autocompassion. Elle n'a pas appris ce que les stoïciens savaient profondément, que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, nous ne contrôlons que notre façon de répondre. Marc Aurèle a fait face à la peste, à la guerre, à la trahison et à la perte personnelle, mais il a écrit que nos obstacles peuvent devenir le chemin à suivre si nous choisissons de les voir comme des opportunités de pratiquer la vertu, de développer le caractère, de devenir qui nous sommes capables d'être. La femme guérissant ce schéma commence à recadrer sa relation avec la lutte. Au lieu de demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi que je fasse face à cette difficulté ?» Elle commence à demander « qu'est-ce que cette difficulté me révèle sur ma force, mes valeurs, ma capacité de croissance ?» Au lieu de cacher ses échecs et de prétendre que tout va bien, elle commence à les reconnaître comme partie de son histoire, comme la texture et la profondeur qui la rendent intéressante et réelle et relatable. Elle arrête de comparer sa réalité des coulisses aux meilleurs moments de tout le monde. Elle commence à comprendre que l'individuation, le processus de devenir votre vrai soi, n'est pas une trajectoire ascendante lisse, mais une spirale qui plonge parfois dans l'ombre avant de remonter vers la lumière. Chaque fois qu'elle fait face à une lutte et choisit l'autocompassion plutôt que l'autocondamnation, elle intègre un peu plus de son ombre, elle devient un peu plus complète. Pensez à votre propre relation avec la lutte et l'imperfection. Rencontrez-vous vos défis avec curiosité et autocompassion ou avec jugement sévère et honte? Avez-vous porté les luttes comme preuve contre vous-même plutôt que comme invitation vers la croissance? Il y a tellement de sagesse dans cette communauté, et j'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires. Comment apprenez-vous à vous lier d'amitié avec votre propre complexité? Maintenant, parlons de ce que ces 5 schémas ont en commun, et plus important encore, comment vous commencez à les changer. Chaque schéma représente une fragmentation, une scission de parties essentielles de vous-même qu'on vous a appris comme inacceptables. Votre vérité, votre estime de soi, vos limites, vos désirs, votre humanité imparfaite, ce ne sont pas des luxes ou des bonus que vous pouvez revendiquer une fois que vous avez prouvé votre dignité. Ce sont votre droit de naissance, les composants fondamentaux d'un être humain complet. Carl Jung a passé sa carrière à essayer d'aider les gens à comprendre que le but du développement psychologique n'est pas d'éliminer l'ombre, c'est de l'intégrer. Il a écrit que cette intégration ne peut pas avoir lieu et être mise à une fin utile à moins qu'on puisse admettre les tendances liées à l'ombre et leur permettre une certaine mesure de réalisation. C'est le travail. Admettre ce que vous avez caché, permettre qu'il existe, lui donner de l'espace dans votre vie consciente, plutôt que de le laisser se déchaîner dans votre inconscient. Le travail de l'ombre pour la confiance ne concerne pas les affirmations positives ou les stratégies de faire semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. Il s'agit de l'acte courageux de se tourner vers les parties de vous-même que vous avez évitées et de dire « Je vous vois, vous appartenez aussi ici ».
Il s'agit de reconnaître que votre colère pourrait protéger quelque chose de précieux, que votre égoïsme pourrait être une auto-préservation nécessaire, que vos désirs pourraient vous pointer vers votre but, que vos luttes pourraient vous sculpter en quelqu'un de plus fort et plus compatissant que vous n'auriez pu devenir autrement. C'est la psychologie de Carl Jung appliquée à la vraie vie, non comme théorie abstraite mais comme chemin pratique vers une estime de soi saine et une liberté authentique. Les stoïciens ont appelé cela « vivre en accord avec la nature, avec votre vraie nature, pas la persona que vous avez construite pour survivre, mais le vrai soi que vous êtes né pour être ». Le voyage de reconnaître ces schémas à les transformer n'est ni linéaire ni simple. Vous ne vous réveillez pas simplement un jour en ayant intégré votre ombre et atteint l'individuation. C'est un processus de toute une vie de devenir, d'éplucher les couches, de découvrir de nouvelles profondeurs, de choisir continuellement la conscience plutôt que l'inconscience. Mais voici ce qui commence à se produire lorsque vous faites ce travail. Vous commencez à vous faire confiance, pas d'une manière arrogante ou gonflée, mais de la manière profonde et tranquille de savoir que vous pouvez gérer ce que la vie apporte parce que vous ne fuyez plus la moitié de vous-même. Vous commencez à vous sentir solide dans votre propre peau, non pas parce que vous vous êtes perfectionné, mais parce que vous vous êtes accepté, ombre et tout. Vous arrêtez d'avoir si désespérément besoin de validation externe parce que vous avez développé un sens interne de la valeur qui n'est pas contingent à l'approbation de qui que ce soit. Vous établissez des limites sans culpabilité parce que vous comprenez que protéger votre énergie, c'est protéger votre capacité à vivre pleinement et à bien aimer. Vous revendiquez vos désirs sans honte parce que vous les reconnaissez comme l'expression authentique de votre soi unique essayant d'émerger. Vous faites face aux luttes sans les interpréter comme des échecs personnels, parce que vous comprenez que la difficulté est le creuset dans lequel le caractère est formé. Et peut-être plus important encore, vous arrêtez de performer et commencez à vivre. L'épuisement se dissipe, non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous ne dépensez plus d'énergie à maintenir la persona, vous ne vous surveillez et ne vous ajustez plus constamment pour vous intégrer dans une norme imaginée d'acceptabilité. Jung a observé que lorsque les gens intègrent finalement leur ombre, lorsqu'ils arrêtent de se diviser en parties acceptables et inacceptables, ils éprouvent un profond sentiment de soulagement et de complétude. L'énergie qui était liée dans la répression devient disponible pour vivre réellement. Alors à quoi cela ressemble-t-il pratiquement? Comment commencez-vous? Vous commencez exactement là où vous êtes, avec le schéma qui résonne le plus fortement avec vous en ce moment. Peut-être que c'est la façon dont vous faites taire votre vérité pour garder la paix. Peut-être que c'est comment vous vérifiez les visages des autres pour votre valeur. Peut-être que c'est le ressentiment qui se construit sous votre don sans fin. Peut-être que c'est l'espace vide où vos désirs devraient être. Peut-être que c'est la voix dure qui transforme chaque lutte en preuve contre vous. Choisissez-en un, juste un, et commencez à y amener la conscience. Remarquez quand cela se produit. Au lieu de le repousser ou de le juger, soyez curieuse à ce sujet. Demandez-vous de quoi ce schéma me protège-t-il? À quoi devrais-je faire face si je laissais ce schéma partir? Quelle partie de moi-même ai-je exilée que ce schéma essaie de gérer? Ensuite, commencez de petits actes d'intégration. Si vous faites taire votre vérité, pratiquez dire une petite vérité aujourd'hui. Si vous cherchez la valeur à l'extérieur, pratiquez un moment de reconnaissance de soi indépendamment de l'opinion de qui que ce soit. Si vous donnez trop, pratiquez dire non à une demande. Si vous cachez vos désirs, pratiquez nommer une chose que vous voulez, même si c'est juste pour vous-même. Si vous jugez vos luttes, pratiquez vous parler, comme vous parleriez à un ami bien-aimé faisant face à la même difficulté. Ces petits actes peuvent sembler maladroits ou inconfortables au début, parce que vous travaillez contre des années ou des décennies de conditionnement, mais chacun est un pas vers la complétude, vers l'individuation, vers devenir qui vous êtes réellement sous toutes les couches de qui vous pensiez devoir être. Et voici quelque chose d'important à comprendre. Ce travail n'est pas égoïste. Lorsque vous intégrez votre ombre, lorsque vous devenez plus complète et authentique, vous devenez en fait plus capable de connexion et de contribution authentique. Les stoïciens ont compris que la personne qui s'est maîtrisée, qui vit avec intégrité et connaissance de soi,
est bien plus précieuse pour sa communauté que la personne qui est fragmentée et performe. Jung a fait le même point, que les individus qui ont fait leur travail psychologique, qui ont affronté leur ombre et l'ont intégrée, sont moins susceptibles de projeter leur contenu inconscient sur les autres, moins susceptibles de causer du mal à partir de leurs blessures non examinées, plus susceptibles d'apporter conscience et compassion à leurs relations et à leur monde. Votre guérison est un cadeau non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux dont la vie touche la vôtre. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette exploration, si quelque chose ici a résonné avec votre propre expérience ou a déclenché la reconnaissance d'un schéma que vous êtes prêt à changer, envisagez de vous abonner à cette chaîne. Nous plongeons profondément dans la psychologie de Carl Jung, le travail de l'ombre pour la confiance et la sagesse pratique pour construire une estime de soi saine sans toutes les bêtises de solutions rapides superficielles. C'est du contenu long et réfléchi pour les personnes qui sont prêtes à faire un véritable travail intérieur, et vous avoir ici, dans cette communauté, la rend plus riche et plus significative. Concluons avec une vision de ce qui devient possible. Imaginez une version de vous-même dans 6 mois, dans 1 an, qui a constamment fait ce travail d'intégration et d'individuation. Elle entre dans une pièce et elle ne scanne pas les visages pour voir comment elle est reçue. Elle est présente et ancrée dans sa propre connaissance. Quelqu'un dit quelque chose qu'il aurait autrefois fait se précipiter pour être d'accord ou aplanir les choses. Mais maintenant elle fait une pause, vérifie avec sa propre vérité et répond authentiquement même si sa perspective diffère. Elle se sent fatiguée après une longue semaine et au lieu de pousser à travers ou de se sentir coupable, elle honore cette fatigue comme information précieuse de son corps et se repose sans excuse. Elle veut quelque chose, peut-être que c'est petit comme choisir le restaurant ou grand comme changer de carrière, et elle peut articuler ce désir clairement et plaider pour lui avec confiance. Elle fait face à un revers ou un échec, et au lieu de spiraler dans l'autocondamnation, elle reconnaît la déception, extrait la leçon et avance avec sa valeur intacte. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est à quoi ressemble l'intégration. C'est la promesse du travail de l'ombre. Non pas que votre vie devienne parfaite ou sans lutte, mais que vous deveniez assez complète, assez solide, assez consciente de vous-même pour naviguer dans tout ce qui vient avec grâce et authenticité. Vous arrêtez de vous abandonner pour plaire aux autres. Vous arrêtez d'externaliser votre valeur à la validation externe. Vous arrêtez de confondre épuisement avec vertu. Vous arrêtez de cacher vos désirs comme s'ils étaient honteux. Vous arrêtez d'interpréter votre humanité comme inadéquation. Au lieu de cela, vous vous présentez comme la personne pleine, complexe, belle, désordonnée, puissante que vous êtes réellement, et cette présence devient sa propre forme de médecine, pour vous-même et pour le monde. Jung nous rappelle que nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas, et que la condamnation ne libère pas, elle opprime. Alors quel que soit le schéma que vous avez reconnu en vous aujourd'hui, rencontrez-le d'abord avec acceptation, avec curiosité, avec la compréhension qu'il s'est développé pour une raison, probablement pour vous protéger quand vous aviez besoin de protection. Remerciez-le pour son service. Et puis doucement, courageusement, commencez à mettre à jour le système, commencez à apporter la conscience à ce qui a été inconscient. Commencez à intégrer ce qui a été scindé, commencez à récupérer l'énergie et l'authenticité et le pouvoir que vous avez gardé enfermé dans l'ombre. C'est le voyage de l'épuisement à la liberté, de la fragmentation à la complétude, de la performance à la vie. Et la belle vérité est que vous n'avez pas à le faire parfaitement. Vous n'avez pas à tout intégrer en même temps ou à ne jamais retomber dans de vieux schémas. L'individuation est une spirale. Vous reviendrez sur ces thèmes à des niveaux plus profonds tout au long de votre vie. Et ce n'est pas un échec, c'est la nature de la croissance. Ce qui compte, c'est la direction dans laquelle vous vous déplacez, la conscience que vous apportez, la volonté de continuer à vous choisir, même lorsque c'est inconfortable. Vous n'êtes pas stupide d'avoir ces schémas, vous êtes humaine. Vous répondez à un conditionnement réel, des blessures réelles, des messages systémiques réels sur qui vous devriez être et comment vous devriez vous présenter. La stupidité serait de ne jamais remettre en question ces schémas,
de ne jamais les amener à la lumière, de ne jamais choisir quelque chose de différent. Mais vous êtes ici, vous lisez ceci, vous réfléchissez, vous êtes prête à regarder l'ombre, et cette volonté est la graine de la transformation. Alors voici ce que je veux que vous emportiez avec vous. Vous êtes autorisé à dire votre vérité même lorsqu'elle perturbe la paix. Vous êtes autorisé à connaître votre valeur sans confirmation externe. Vous êtes autorisé à avoir des limites et des désirs et des limites. Vous êtes autorisé à être imparfaite et en lutte et toujours fondamentalement digne d'amour et d'appartenance. Vous êtes autorisé à être complète, ombre et lumière, ensemble. La pleine magnificente complexité d'un être humain devenant qui elle a toujours été censée être. C'est votre permission. Bien que vraiment vous n'ayez jamais eu besoin de la permission de qui que ce soit, sauf de la vôtre. Entrez dedans, entrez en vous-même, réclamez ce que vous avez exilé, intégrez ce que vous avez scindé, et regardez comment l'épuisement se transforme en énergie. La performance se transforme en présence, et les fragments se transforment en une complétude qu'aucune circonstance externe ne peut vous enlever. C'est le vrai secret, celui qui se cache à la vue de tous à travers les 5 schémas. Vous n'avez jamais été cassé, on vous a juste appris à craindre votre propre complétude. Bienvenue chez vous, à vous-même.